À gauche. C'est une personnalité. Est-ce qu'elle est devenue la candidate des Insoumis, finalement? Ouais. On a l'impression. Je ne sais pas si c'est la candidate des Insoumis, parce qu'elle est quand même saluée par Gabriel Attal et Aurore Berger, qui sont pas les gens qui donnent le plus de compliments aux personnalités de gauche. Donc, elle a un parcours particulier qui permet de rassembler au-delà. Il faut quand même rappeler deux points. Le premier, c'est que c'est une bataille entre LFI et les socialistes, non pas pour prendre Matignon, mais une bataille pour le leadership de gauche qui se sont livrés depuis les élections européennes, notamment entre Raphaël Glucksmann, Manon Aubry d'un côté, donc du côté de Mélenchon, et Olivier Faure en vue d'une éventuelle élection anticipée législative, une éventuelle démission du président de la République, ou en vue de l'élection présidentielle de 2027. Et en fait, chacun des deux camps essaie de pousser son pion en se disant, si par cas on récupère Matignon, c'est nous qui prendrons le leadership en vue de cette prochaine bataille. Ensuite, après, quand on reprend les règles, on peut faire beaucoup de critiques à Jean-Luc Mélenchon, mais des règles avaient été établies avant la campagne électorale, et la règle disait que c'était celui qui terminait en tête des groupes parlementaires qui proposait le nom du Premier ministre. Or là, non seulement Jean-Luc Mélenchon accepte le nom d'Huguette Bello, mais en plus, Huguette Bello ne vient même pas des 4 propositions formulées par les Insoumis, qui étaient Jean-Luc Mélenchon, Panot, Bompard et Carole Guettet. Clémence Guettet, pardon. Clémence Guettet. Donc, en fait, là, normalement, je ne vois pas comment les socialistes peuvent tenir à long terme sur le refus d'Huguette Bello. La seule perspective qu'ils ont éventuelle, c'est de dire, et de donner à la coalition du NFP, c'est de dire, si par cas vous proposez quelqu'un qui est trop proche des Insoumis, il y aura une motion de censure automatique des Républicains, du RN et des Renaissances, et donc ce nouveau gouvernement ne tiendra pas entre 15 jours et entre 30 jours. Donc il faudrait une personnalité plus consensuelle, capable de ne pas avoir de motion de censure, notamment de Renaissance, avec Sacha Houlié qui essaye d'attirer une partie des députés de gauche avec lui, et qui pourrait éventuellement ne pas voter de motion de censure d'un gouvernement NFP, mais qui soit beaucoup plus social-démocrate qu'insoumis. Et c'est un peu ce que dit Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie, malgré... Fasse une petite introspection. Ou alors c'est qu'ils ont déjà prévu de lâcher des bouts du programme pour obtenir les voix des députés, effectivement, de la coalition Ensemble. Mais c'est forcément une de ces deux réponses s'ils ne sont pas d'accord de dire oui à Huguette Bello. Oui, mais vous avez quand même une difficulté. Vous avez moins de 200 députés. On a vu qu'Emmanuel Macron ne pouvait... Une des raisons pour lesquelles il a dissous, c'est parce qu'il ne pouvait pas présenter un budget à l'automne prochain parce qu'il serait pris une motion de censure. Comment vous pouvez passer le cap de l'automne en subissant une motion de censure, alors que Marine Le Pen a déjà dit à chaque fois qu'il y aura un insoumis ou un vert, elle déposera une motion de censure. Les Républicains de Laurent Wauquiez ont dit la même chose, et Gabriel Attal va vraisemblablement dire la même chose, c'est-à-dire dès qu'il y aura un insoumis qui sera à la tête, on met une motion de censure et vous tombez. Vous venez de le dire, c'est pas forcément à la tête. Quand le Rassemblement national a évoqué les écologistes et les insoumis, il disait s'il y a le moindre ministre écologiste ou insoumis. Alors peut-être qu'Olivier Faure a prévu de faire un gouvernement. Enfin choisi à gauche, le président de la République doit-il s'exécuter et nommer cette personne à Matignon? Il y a deux lectures. Rien ne l'oblige. Il y a deux lectures possibles. Il y a une lecture qui est constitutionnelle et il y a une lecture pas non constitutionnelle, et il y a une lecture qui est politique. De manière constitutionnelle, il n'est pas obligé de le faire. C'est-à-dire qu'il peut garder Gabriel Attal, ou il peut nommer quelqu'un d'autre, quelqu'un de ses rangs, jusqu'au budget. En fait, tant qu'il n'y a pas de motion de censure, il n'est pas obligé de changer de Premier ministre. Et même si par cas il y avait une motion de censure, il pourrait renommer le Premier ministre qui a subi une motion de censure et qui se serait fait renverser. C'est l'exemple de 1962 où le général de Gaulle demande aux députés et au Sénat de changer la Constitution et de faire élire le président de la République au suffrage universel direct. Et le général de Gaulle a reçu une motion de censure, donc Pompidou est renversé, il maintient Pompidou et il dissout. Donc le général de Gaulle l'a fait, donc Emmanuel Macron peut le faire également. L'autre point par contre que je vois de manière politique, c'est qu'Emmanuel Macron apparaît à l'heure actuelle comme celui qui bloque le processus démocratique qui a été enclenché. Et je pense qu'il s'est trompé de méthode. Il aurait dû faire comme ce qui s'est passé en Espagne. Il faut rappeler que les élections espagnoles, notamment initiées par Pedro Sanchez, avaient initié un résultat auquel c'était la droite qui était arrivée en tête, et Pedro Sanchez, Premier ministre socialiste sortant, est arrivé en deuxième position. Le roi d'Espagne avait appelé la droite pour initier un processus de coalition. La droite n'était pas en capacité d'élargir et donc d'avoir une majorité absolue. Et c'est ensuite, dans un deuxième temps, suite à cette incapacité d'avoir une majorité absolue, que Pedro Sanchez a été reconduit comme Premier ministre parce qu'il avait une capacité d'avoir une majorité absolue. Ce qu'aurait dû faire Emmanuel Macron, c'est d'appeler le nouveau Front populaire ou de donner le mandat à quelqu'un du nouveau Front populaire d'initier la composition d'un gouvernement. En toute franchise, il se serait renversé au bout de 15 jours, mais au moins il aurait montré aux Français que le nouveau Front populaire n'était pas en capacité d'avoir une majorité absolue, mais il ne serait pas vu non pas comme un bloqueur, mais celui qui a donné la possibilité de le faire. Et si par cas ce parti-là n'est pas en capacité de pouvoir établir une majorité absolue, ça serait de sa responsabilité et non pas de la sienne. Alors qu'aujourd'hui, je pense que globalement, entre 66 et 75% des Français considèrent que c'est lui qui bloque le jeu uniquement parce qu'il ne veut pas avoir quelqu'un du nouveau Front populaire à Matignon. Vous êtes à l'image de la droite espagnole. Impossible. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une impossibilité de gouverner pour vous, 182 députés? Encore une fois, ils auront une possibilité d'agir S'ils arrivent au pouvoir, le nouveau Front, les députés du nouveau Front populaire. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui effraient Emmanuel Macron. La première, c'est
d'avoir le 14 juillet avec un Premier ministre insoumis. Je pense que ça le fait véritablement peur. Ou même d'avoir... Voilà, c'est un peu trop tard. Là, c'est trop tard, mais il peut l'avoir éventuellement pour les JO, parce que le Premier ministre est démissionnaire la semaine prochaine. Ça, je pense que ça l'effraie terriblement en termes d'image et en termes d'impact, parce que une des seules grandes réalisations qui lui reste, c'est l'attractivité française. Et si par cas il met un insoumis, est-ce que la confiance des marchés va rester? Est-ce que la confiance des investisseurs va rester, alors que la France est devenue un des pays les plus attractifs d'Europe en matière économique? L'autre point, je pense, qui l'effraie aussi, c'est que un Premier ministre, même s'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, aura une capacité, notamment d'un point de vue réglementaire, avec notamment des mesures qui peuvent être prises, et je pense qu'ils sont en contradiction avec la ligne d'Emmanuel Macron, notamment un SMIC qui peut être augmenté directement par décret, donc qui peut être passé à 1 600 €, qui peut être dicté uniquement par voie réglementaire. Et il y a un certain nombre de mesures éventuelles qui peuvent être signées ou justement ne pas être signées. Je pense notamment au décret d'application, parce que lorsque vous faites voter une loi, vous avez un certain nombre de décrets d'application qui doivent être mis en vigueur. Et je crois qu'il y a l'un d'eux qui concerne la réforme des retraites. Donc on peut avoir une difficulté énorme. Donc si par cas, même s'il garde un Premier ministre, nouveau Front populaire, insoumis, quelque chose comme ça, pendant 15-20 jours, il est possible qu'une grande partie de la confiance française en termes sur les marchés financiers ou en termes économiques puisse se voir effondrer pendant la mandature de ce nouveau Premier ministre. Ce sera pire si la France est ingouvernable et qu'il y a des mouvements type Gilets jaunes qui explosent tout l'été, et c'est ce qui arrivera s'il n'entend pas le résultat des urnes. Donc on parle d'Emmanuel Macron, il est ce soir à l'hôtel de Brienne pour une réception qui est organisée par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Emmanuel Macron qui doit prendre la parole d'ici. Il a quasiment tout dit dans sa lettre. En fait, la difficulté, c'est quel message il peut transmettre. Le président de la République avait repris la théorie de Jacques Pilan sur la rareté de la parole, celle qui avait la stratégie employée par François Mitterrand. Lorsqu'il était mis en difficulté lors de son premier septennat, il avait appelé Gérard Collomb et Jacques Pilan pour faire ce qu'on appelle la rareté de la parole. Seulement, Emmanuel Macron a trop pris la parole et sa parole aujourd'hui est démonétisée et dévaluée dans la mesure où il s'est exprimé, je crois, au moins entre 30 et 40 fois depuis le début de l'année. Et si par cas, il s'exprime trop, les messages qu'il porte peuvent être parfois en contradiction avec ses actes. Notamment, il avait dit qu'il laisserait Gabriel Attal mener la campagne donc européenne. Finalement, c'est lui qui a mené la campagne. Il avait également dit que c'est lui qui allait mener la campagne législative. Enfin, c'est Gabriel Attal qui a mené la campagne législative. Finalement, il s'est également exprimé. Et je vous coupe parce que justement, le président de la République est arrivé. Il prend la parole. On l'écoute. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Madame la ministre. Partie dans son discours. La première partie, c'était une introduction sur le contexte général et à quoi servait l'armée. Donc, au-delà des fonctions de défense, c'est que c'est une fonction, comme il le rappelait, d'unité et de rayonnement de la nation. Donc, il y a une fonction d'incarnation dans les armées. Et ça a été notamment marqué après les attentats du 13 novembre 2015, auxquels les Français ont marqué leur soutien aux forces de sécurité et de défense, donc policiers, gendarmerie et surtout les armées qui nous ont défendus contre les terroristes. La deuxième partie, c'était centrée sur la fonction de l'armée et quelles étaient les grandes mutations et qu'est-ce qu'il avait réalisé et qu'est-ce qu'il prévoyait encore de réaliser. Donc, implicitement, il dit que c'est encore lui qui va gouverner, c'est encore lui qui va transformer. La troisième partie de son discours, c'est qui faisait le lien entre le discours la fête du 14 juillet et également la conception de la nation qui doit se baser sur l'unité, alors qu'actuellement la France est morcelée à minima en 3 blocs. Si on reprend dans l'ordre... Rien n'est impossible pour un peuple uni. Tout à fait. Et il dit également qui ose gagne et ne pas subir. Donc ça veut dire qu'il reprend son slogan de reprendre le contrôle du destin. C'est un peu ce qu'il avait dit donc sur une thématique plutôt de Boris Johnson, donc take back control. Le point notamment que je vois sur les 2 grands points importants. Le premier point, c'est sa conception en gros des grandes menaces vis-à-vis et du rôle de l'armée. Il dit qu'il y a 2 grands points essentiels pour les armées. C'est le retour du tragique en Europe, donc le retour d'un monde westphalien, la logique de puissance, la souveraineté et les frontières, donc qui a été mise en brèche par l'attaque de l'Ukraine par la Russie, et donc la transformation des armées qui est nécessaire parce que la France, également l'Europe, ont choisi ce qu'on appelle le chemin des dividendes de la paix après la chute du mur de Berlin, donc en privilégiant plutôt la prospérité économique au détriment de la sécurité militaire. Et il indique implicitement qu'il va continuer sa loi de programmation, donc il prévoit de gouverner, donc atteindre les 2 points de % de PIB pour la défense et la transformation des armées. L'autre point qui était important aussi, c'est qu'il voulait également insister sur comment on faisait pour se défendre. D'une part, en augmentant nos moyens de sécurité et de défense, et surtout, avec ce qu'il avait lancé au début de l'année, son idée de passage à l'économie de guerre. Donc, il a parlé des industries de défense. Il a également dit que l'ensemble du corps français, donc les industries, etc., devaient se mettre au service de la défense et que ça pouvait bénéficier, notamment en termes d'innovation. Donc, ce qu'on met au service de la défense peut également bénéficier à la société civile. Et ensuite, à la fin, on arrive sur le discours qui concerne l'actualité politique. Il parle de sa conception de ce que c'est que la France et il dit qu'il y a un lien intrinsèque entre ce qu'incarne l'armée et également sa conception
de ce qu'il appelle être français, être un idéal, etc., qui est regroupé, je dirais, à peu près en 3 parties. La première partie, c'est le fait que quand la France est divisée, elle s'affaiblit. C'était la théorie du général de Gaulle lorsqu'il reprend le pouvoir en 1958. La deuxième partie qu'il indique, c'est qu'il y a une question de rayonnement. C'est-à-dire que toutes les forces qui contribuent au fait de ne pas faire rayonner la France seraient contre ce principe et donc seraient contre sa conception de l'idéal français. Et le dernier point, je pense qu'il met un lien direct, entre citoyenneté, armée et donc, du coup, être français. Donc, discours très politique. Discours, en fin de compte. Discours finalement politique, oui. Est-ce qu'il fallait voir aussi un message pour la France de l'intérieur? Oui, d'un point de vue intérieur, moi, ce qui me marque dans ce discours, c'est qu'il poursuit sur ce qu'il disait dans sa lettre aux Français, c'est-à-dire qu'implicitement, il espère que des forces républicaines vont se coaliser autour de lui, ou à minima, si par cas c'est pas autour de lui, c'est contre ce qu'il appellerait les 2 menaces. Donc les 2 extrêmes, portés en partie par la France insoumise, et l'autre côté contre le Rassemblement national. En fait, il l'intime, et donc il dit implicitement que ces partis-là ne peuvent pas nous gouverner, d'une part parce qu'ils se sont compromis avec la Russie de Vladimir Poutine, directement ou indirectement, soit en portant des thèses qui n'étaient pas collées à comment lui le conçoit, soit directement parce qu'il y aurait des liens présupposés ou supposés entre leur parti et le régime du Kremlin. L'autre point aussi que je vois de manière importante, c'est qu'en termes de stratégie, ce qu'il dit à peu près, c'est que si par cas on rompt la stratégie actuelle, et donc si on rompt sa politique qu'il a menée pour réarmer notre sécurité, notre défense, on risque d'être sous la victime de menaces. Et donc, il reprend implicitement sa théorie qu'il avait dit depuis l'élection présidentielle 2022. Un peu, c'est mot le chaos. Objectif, quand on parle des budgets de l'armée, on a une loi de programmation militaire pour atteindre les 2% du PIB. L'objectif lointain, il est à 3% pour 2030, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est en 2 parties, c'est 2% pour 2025 et 3% pour 2030. Oui. Il faut quand même une majorité pour ça, puisque Marine Le Pen l'avait dit pendant la campagne. C'est bizarre, ça me fait penser à quelqu'un. Oui, c'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron dans ses discours de réélection en 2022, lorsqu'il avait été élu grâce aux voix notamment de Jean-Luc Mélenchon. Il y a quand même quelque chose de marquant pour faire le lien entre vos 2 points et le discours qu'a tenu le président de la République ce soir, c'est qu'il n'a pas mentionné une seule fois le nom de Gabriel Attal, alors qu'il mentionne plusieurs fois le nom de Sébastien Lecornu, soit il l'appelle le ministre de la Défense, soit il l'appelle directement par son nom. Et la seule fois où le président de la République mentionne Gabriel Attal, c'est qu'il dit « le Premier ministre et moi, on vous remercie, le ministre de la Défense et la ministre déléguée de la Défense ». Donc on voit bien quand même qu'il y a une rupture, ou en tout cas la distance qui est prise entre Gabriel Attal et le président de la République, et surtout que si par cas les informations sont véridiques, il y a une véritable rupture aussi entre les parlementaires et le président de la République, dans la mesure où beaucoup de parlementaires considèrent qu'ils ont été envoyés au charbon par le président de la République lors de cette décision de dissolution. Et ces parlementaires ont refusé la consigne implicite de l'Élysée, qui était de faire élire Gérald Darmanin ou quelqu'un d'autre, et donc pas Gabriel Attal. Donc ça veut dire que Gabriel Attal, petit à petit, est en train de gagner son pas le candidat d'Emmanuel Macron. Non, apparemment, c'était Gérald Darmanin qui était soutenu par le président de la République, mais ça fait 2 fois que le groupe parlementaire s'oppose directement au président de la République. Il faut rappeler qu'en 2022, le président de la République ou son entourage soutenait Roland Lescure contre Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale, et c'est Yaël Braun-Pivet qui l'a emporté. Et la consigne du président de la République ou de son entourage était de faire battre Aurore Berger, qui finalement a été élu à la présidence de groupe. Donc petit à petit, je ne sais pas si on peut appeler ça une fronde, mais on peut dire qu'il y a de la contestation, il y a moins de verticalité, le groupe est moins caporalisé que ce qu'il a pu l'être lors du précédent quinquennat. Quand Gérald Darmanin dit que l'élection de Gabriel Attal ne règle en rien la question de la ligne politique... C'est l'idée, notamment les sociodémocrates qui étaient plutôt anti-France Insoumise et anti-Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il y a 2 conceptions qu'on a pu voir lors de cette campagne législative. C'est que Gabriel Attal, très tôt, et on ne sait pas si c'est forcément en accord avec le président de la République, dit au soir du premier tour des élections législatives qu'il faut désister les candidats à Renaissance arrivés en 3e position pour mettre en place un front républicain. Alors que la ligne du parti présidentiel était ce qu'on appelait le Nini, donc ni LFI ni RN. Gabriel Attal casse la ligne en disant qu'il vaut même voter contre LFI, contre le Rassemblement national. Donc ça veut dire qu'il ne met pas LFI au même plan que le Rassemblement national. Donc Gabriel Attal, qui avait un peu mordu sur la droite lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, en interdisant la baya et en prenant certaines thématiques, notamment sur l'autorité, se replace petit à petit à gauche, donc il revient à son parti d'origine, parce qu'il faut rappeler qu'il a été membre du Parti socialiste avant de rejoindre Emmanuel Macron. De l'autre côté, la stratégie menée par Gérald Darmanin, c'est plutôt de faire une coalition comme ce qu'il préconise depuis 2022, donc ça veut dire de faire une coalition parlementaire
entre la majorité présidentielle et les Républicains pour asseoir et pour élargir l'assiette. Et ça permettrait surtout à Gérald Darmanin d'être au cœur du dispositif, parce que implicitement, ce qui se joue, c'est la bataille du leadership de l'après-Macron. Gabriel Attal se dit que si par cas Renaissance tourne plus vers le centre ou le centre-gauche, eh ben c'est lui qui apparaîtra comme le champion désigné, dans la mesure où il n'y a plus de leadership, où il n'y a plus de leader dans ce camp-là. Et de l'autre côté, Gérald Darmanin est peut-être soutenu par Édouard Philippe et Bruno Le Maire, se disent que si par cas vous déplacez le centre de gravité de Renaissance vers le centre droit ou un peu plus à droite, eh ben ils seront plus légitimes à porter et à incarner ce courant, donc à succéder à Emmanuel Macron et devenir le candidat de la majorité présidentielle en vue de la prochaine élection présidentielle, que ce soit en 2027 ou de manière anticipée. Mais ce bloc central, vous le voyez se maintenir dans les prochaines années? Ou est-ce qu'on est en train de connaître la fin de cette tripartition du corps électoral avec le retour d'un clivage de droite, certes peut-être plus radicalisé, ou est-ce on est parti sur une tripartition du corps électoral pendant encore pas mal de temps? Il y a deux scénarios possibles. Le premier, c'est qu'on reste sur le phénomène de tripartition, et l'autre, c'est qu'on arrive à un scénario à l'italienne, donc avec... en Italie, c'est un peu comme ça. Ils ont un grand mouvement 5 étoiles qui pourrait être aujourd'hui ce qu'est le nouveau Front populaire, avec un parti démocrate plutôt déclinant, mais qui existe toujours, et un grand bloc de droite sous impulsion de l'extrême droite, donc de Giorgia Meloni. L'autre possibilité, donc celle de la tripartition, n'est pas exclue en raison de deux éléments importants. C'est le fait que même si le président de la République a un socle électoral récessif, lorsqu'il y a une menace donc de la gauche extrême et de la droite extrême, ils refont bloc derrière le bloc central, que ce soit les Républicains ou sinon que ce soit la majorité présidentielle. Par contre, là où je mets une limite, c'est qu'on voit bien quand même qu'il est récessif. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a fait à peu près les mêmes résultats électoraux de François Hollande, qui l'avait empêché de se représenter en 2017. Il avait fait 28% au premier tour de la dernière élection présidentielle, et aux européennes, son socle a été divisé par 2, donc est tombé à 14%. Ce socle-là, quand vous tombez aussi bas, vous empêche de gagner la prochaine élection présidentielle. C'était le cas de Michel Rocard en 1994 lors des élections européennes, qui avait empêché d'être candidat en 1995 après la débâcle socialiste en 1993. C'était le cas également de François Hollande en 2014 et qui avait empêché les socialistes d'avoir un candidat au second tour. Et également, si par cas ça se confirme encore et que le bloc central ne change pas de stratégie, donc Gabriel Attal ne change pas de stratégie, ce sera le cas vraisemblablement de la majorité présidentielle. C'est pour cela que Marine Le Pen parle de victoire différée. Non, c'est possible, mais malgré tout, moi, je vois quand même une limite. Ça veut dire que le socle de Marine Le Pen est toujours important au premier tour. Il a même progressé, que ce soit en pourcentage de voix ou même en nombre numéraire, dans la mesure où elle a augmenté son nombre d'électeurs avec la montée de la participation. Alors 10 millions de voix au second tour 10 millions de voix et 9,3 millions avec les alliés. Avec les alliés. Au premier tour. Ah ouais. Mais la difficulté, c'est qu'elle fait face toujours au Front républicain. Donc l'hypothèse qu'on pourrait formuler sur le Rassemblement national est double. Soit ils arrivent à faire comme Giorgia Meloni, donc ne pas se mettre dans les coalitions gouvernementales et apparaître comme le seul parti anti-système pour incarner l'alternance. Mais à l'heure actuelle, ça ne prend pas chemin parce qu'il n'y a pas de grande coalition entre le nouveau Front populaire et la majorité présidentielle. L'autre point qui est malgré tout compliqué pour la présidente du Rassemblement national, enfin l'ancienne présidente du Rassemblement national, c'est que comme en 2015, elle était très haute dans les sondages, mais à chaque fois qu'elle arrive aux portes d'une victoire exécutive, elle se prend un barrage qui est symbolisé par deux choses très précises. D'une part, un report de voix très important de la gauche vers la droite, alors que ce n'est pas forcément habituel, mais qui rappelle 2002. L'autre point, c'est la surmobilisation électorale, qui est que lorsque le Rassemblement national ou le Front national est aux portes du pouvoir, les électeurs se déplacent beaucoup plus et donc vont aller voter. Et donc ça interpelle sur quelque chose, parce que si par cas vous reprenez les souhaits des Français, eh ben les Français voulaient avant d'avoir davantage de pouvoir d'achat, et ils disaient que c'était Marine Le Pen qui était plus en capacité de pouvoir leur donner plus de pouvoir d'achat. Ils voulaient la sécurité, l'immigration et la transition énergétique. Sur les trois premières priorités, on pouvait se dire que c'était le Rassemblement national qui pouvait le plus l'incarner, mais malgré tout, ils ont érigé pendant les législatives une première priorité qui n'est pas apparue dans les sondages, c'est celle de battre le Rassemblement national. Eh bien, c'est sur ces mots qu'on va refermer cet entretien. Merci beaucoup, Merci. William Tay, d'être venu sur le plateau, puis d'avoir aussi débriefé